Bonjour Jean, je suis content de t'accueillir au 16e rencontre d'Espace Parcs Aquitaine-Bordeaux-Gironde. Donc tu es ingénieur de formation, tu es un ancien élu du Parti communiste et je sais que tu vas travailler samedi à une journée justement sur la campagne que est en train d'initier le Parti communiste justement pour obtenir la levée du blocus sur Cuba. Mais en même temps, là, tu vas nous approcher un petit peu la situation cubaine d'une autre manière. C'est Cuba, construction, réalité et questionnement d'une démocratie socialiste agressée par les USA. Donc, je sais que tu as travaillé dessus et je voulais que tu nous partages un petit peu ton travail. Très bien, mais merci à toi, merci de votre présence. Euh, Pourquoi je me suis lancé dans cette recherche sur les institutions cubaines? C'est que on sait tous que Cuba est au cœur de nombre de débats et de controverses, portant notamment sur le régime social et politique qui a été créé par les Cubains à partir du 1er janvier 59. Toutefois, peu d'études ont été réalisées en France sur les institutions que le peuple cubain s'est donné euh, pour exercer son pouvoir souverain. Pour aborder cette réflexion, je suis d'abord obligé de prendre un peu mes distances par rapport au concept de démocratie tel qu'il existe, tel qu'il est pratiqué dans nos démocraties capitalistes. Le mot démocratie chez nous est en effet recouvre moins son essence, son étymologie de pouvoir de peuple, de souveraineté de peuple, que la forme que va prendre ce pouvoir dans une société donnée. Et il y a deux éléments qui vont faire, je dirais, qui vont éloigner le mot démocratie et ce concept de son sens initial. Le premier, c'est la question de la représentation. La représentation, bon, on connaît la violence avec laquelle Jean-Jacques Rousseau a accueilli la décision des Britanniques d'avoir des représentants, en expliquant que le peuple serait libre un jour, le jour du vote, et esclave le reste du temps. Mais à l'évidence, la représentation ouvre la voie à une situation où le peuple n'est plus gouvernant, mais devient le gouverné. Et il y a une deuxième évolution qui s'est produite dans nos sociétés, c'est la soumission de ces représentants à un ordre économique et social donné. C'est pour ça que parler démocratie en France, c'est parler du système d'organisation d'une société particulière et le capitalisme. Ceci dit, je ne vais quand même pas abandonner le mot de démagogue, de démocratie, et en le reprenant à son sens initial. Et je vais partir de la réflexion parce qu'elle éclaire paradoxalement certains aspects de la démocratie socialiste cubaine. Je vais reprendre la citation de Winston Churchill. Dans sa globalité, on en connaît un morceau, mais on ne connaît pas forcément la globalité. Beaucoup de formes de gouvernement, dit-il, ont été testées et seront testées dans ce monde de péché et de malheur. Personne ne prétend que la démocratie est parfaite ou omnisciente. En effet, on a pu dire qu'elle était la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes celles qui ont été essayées au fil du temps. Mais il existe le sentiment, largement partagé dans notre pays, que le peuple doit être le souverain de façon continue et que l'opinion publique, exprimée par tous les moyens constitutionnels, devrait façonner, guider et contrôler les actions de ministres qui en sont les serviteurs et non pas les maîtres. Dans cette situation, il me semble qu'il y a deux éléments intéressants, tout au moins que je retiens. D'abord, il montre la fragilité et la diversité de la démocratie. Et donc, il nous invite à regarder les formes choisies par les peuples pour exercer leur pouvoir dans la réalité historique, géographique, géopolitique de chacun de ces pays, ce que je vais faire à propos de Cuba. Le deuxième élément, c'est qu'il nous met en garde, comme l'avait fait Jean-Jacques Rousseau, sur les dérives auxquelles peut conduire la, la représentation, la représentativité. Et c'est une question qui va être au cœur des transformations de la démocratie socialiste cubaine. Donc, je vais, dans un premier temps, aborder, avant d'entrer dans le contenu un peu aride des dispositions institutionnelles cubaines, mais qui sont intéressantes à regarder, non seulement pour ce qu'elles sont, mais par l'image qu'elles nous renvoient sur nos propres institutions. Dans les
dans le mouvement et les luttes du peuple cubain depuis des siècles, je considère que les institutions cubaines se sont appuyées sur 5 piliers. Le premier, c'est le processus, le concept de révolution, je les cite, puis je les détaille. Le concept de révolution, la participation et le rôle du mouvement des masses. Le troisième, c'est le choix du socialisme. Le quatrième, c'est l'unité, comme garantie du succès. Et le cinquième, c'est l'outil de l'unité, à savoir le parti. Alors d'abord, le mouvement de la société. La révolution telle qu'elle est entendue à Cuba est un processus, c'est un objectif et c'est un chemin. Dans la Constitution, telle que c'est fixé, l'inspiration première du mouvement de la société, c'est l'ensemble des luttes qui ont été menées depuis l'origine, notamment à partir de l'action des aborigènes contre la soumission jusqu'à aujourd'hui, et la Constitution décline l'ensemble des luttes aux différentes époques qui ont été menées. Dans cette démarche, la révolution ne peut être qu'un processus, qu'un mouvement dont le moteur est le mouvement des masses. Dans la définition qu'il en donne, Fidel Castro définit la révolution à la fois comme un processus de changement à partir de l'état existant, un programme d'action et un idéal à atteindre, un processus individuel et collectif pour le concrétiser, et enfin, et ce n'est pas neutre, c'est peut-être rare, une éthique et un comportement de vie. Je le cite, c'est les quelques phrases. J'aimerais souvent qu'on définisse un concept aussi fort en aussi peu de mots. Mais ces quelques mots, ils sont affichés dans tous les lieux à Cuba. Et donc, je dirais, c'est la culture quotidienne des Cubains. La révolution, c'est la compréhension du moment historique. C'est changer tout ce qui doit être changé. C'est être traité et traiter les autres comme des êtres humains. C'est s'émanciper par soi-même et par ses propres efforts. C'est défier les puissantes forces dominantes dans et hors du cadre social et national. C'est défendre les valeurs auxquelles on croit, au prix de quelque sacrifice que ce soit. C'est la modestie, le désintéressement, l'altruisme, l'intelligence et le réalisme. C'est ne jamais mentir ni violer les principes éthiques. C'est la conviction profonde qu'il n'existe aucune force dans le monde capable d'écraser la force et la vérité des idées. Révolution, c'est l'unité et l'indépendance. C'est lutter pour nos rêves de justice, pour Cuba et pour le monde, qui est la base de notre patriotisme, de notre socialisme et de notre internationalisme. Le deuxième pilier, c'est le rôle déterminant des masses, c'est le mouvement des masses. Donc, je ne vais pas faire. Il faudrait imaginer dans l'histoire de Cuba le rôle que les masses ont joué donc depuis l'époque de la conquête pour lutter contre la colonisation. Je partirai de l'époque du 1er janvier 59 pour illustrer un peu ce rôle très particulier joué par le mouvement de masse dans les premières années de la Constitution. Et quelque chose de particulier, c'est le lien entre les masses et les leaders, c'est-à-dire les forces révolutionnaires qui ont mené le combat libérateur du 1er juillet 1959. Je prendrai pour cela un écrit d'un écrivain cubain, Lisandro Otero, qui accompagne Fidel Castro sur le terrain dans ces années 60. Et ces jours-là, Fidel Castro est accompagné par Jean-Paul Sartre. Il écrit « Ce fut cet échange étroit entre le dirigeant et le peuple qui amena Sartre à forger l'expression démocratie directe. Cuba s'orientait vers ce type de consultation sans urne ni discours électoraux et sans comices démocratiques, car le peuple était maître de la destinée qu'il modelait en utilisant le chef comme agent de sa volonté. Le dirigeant écoutait et, après avoir ausculté les vents de l'opinion, les transformait en projets politiques. Tels étaient le message et le style. » Voilà, je crois que ça illustre bien quelle était, dans un premier temps, dans les premières années de la Révolution, la manière dont les choses ont fonctionné entre les forces révolutionnaires qui venaient de gagner et le peuple qui rapidement s'est structuré, d'ailleurs dès les années 60, à travers des organisations de masse, les femmes, les jeunes, les étudiants, les lycéens, les petits agriculteurs, les comités de défense de la Révolution
et la centrale des travailleurs, une fois qu'elle a été débarrassée des représentants de la dictature passée de Batista. Troisième pilier, le choix du socialisme. Comment est défini le socialisme dans la Constitution? C'est un État organisé pour tous et pour le bien de tous, unitaire et indivisible, fondé sur le travail, la dignité et l'éthique de ses concitoyens. C'est un État dont la seule source de pouvoir est le peuple. C'est une économie fondée sur la propriété socialiste par tout le peuple des moyens essentiels de production. C'est le rejet de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est une politique internationale fondée sur l'anti-impérialisme et l'internationalisme. Bien évidemment, un tel choix, celui du socialisme, va placer Cuba au cœur de l'opposition frontale politique et idéologique avec les États-Unis. Quatrième pilier, la place de l'unité. C'est un élément absolument fondamental qui va expliquer beaucoup de choses dans les institutions. À Cuba, le constat, vous connaissez le slogan « Un peuple uni ne sera jamais vaincu », ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité qui doit se concrétiser dans les institutions. Cette unité, pourquoi elle est si forte, ce besoin d'unité, pourquoi elle est si fort à Cuba, c'est qu'il faut partir de l'histoire, de la violence qui a été exercée par le peuple cubain, que ce soit à travers la colonisation, l'esclavage, l'exploitation, la domination, et ce, pendant une période encore plus longue que notamment les autres pays d'Amérique latine, puisqu'il faut attendre 86 pour la fin de l'esclavage et 1898 pour la fin de la domination de l'Espagne sur Cuba. Donc, l'unité, elle est exigée aussi par la violence de la souffrance endurée par les Cubains. Cette unité, elle est d'autant plus complexe à réaliser que le peuple cubain, comme quelques peuples d'Amérique latine, a trois origines. C'est les peuples autochtones confrontés à la colonisation, c'est la population européenne victime du déracinement, et c'est enfin la population africaine victime de la traite et de l'esclavage. À l'inverse des facteurs de division, l'histoire cubaine a montré en quoi la force de l'unité conduisait au succès. C'est le cas pour les luttes d'indépendance qui se sont mariées avec les luttes pour l'abolition de l'esclavage. C'est le cas de la bataille qu'a menée José Martí pour réunifier le mouvement indépendantiste qui avait été profondément divisé après l'échec de la première guerre d'indépendance. C'est encore l'union des étudiants, des paysans et des ouvriers qui a abouti à la victoire de 1959. On peut dire que l'unité est consubstantielle de la révolution. La révolution, disait Fidel Castro, c'est l'unité et l'indépendance. Et le frère Raúl Castro, dans une dimension beaucoup plus actuelle, rappelle que l'unité est la principale arme que Cuba oppose à l'oppression, à l'agression qu'elle subit par le blocus dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Et l'outil de cette unité, ça va être le Parti communiste cubain. C'est le cinquième pilier. Le Parti communiste, je reviendrai plus longuement plus tard, notamment pour bien comprendre que le mot parti, dans sa conception occidentale, n'a aucun sens pour caractériser le Parti communiste cubain. En ce moment, je note simplement le rapport à l'unité défini pour le Parti communiste cubain. La Constitution précise l'unité nationale et le parti, né d'une volonté unitaire, constituent les garanties de notre ordre politique, économique et social. Pour Cuba, renoncer à son unité, à un parti unique, c'est se désarmer dans un projet de construction sociale et de résistance à l'agression qu'elle subit. Cette agression, c'est le décor permanent qu'il faut avoir en tête pour comprendre toute la construction institutionnelle. Raúl Castro rappelle cette dimension. Renoncer au principe d'un seul parti équivaudrait tout simplement à légaliser le parti ou les partis de l'impérialisme sur notre sol et à sacrifier l'arme stratégique de l'unité qui a concrétisé les rêves d'indépendance et de justice sociale pour lesquels ont lutté des générations de patriotes. Et il ajoute, peut-être ironiquement, en direction des dirigeants occidentaux, sans le moindre manque de respect à tout autre pays avec un système pluraliste,
à Cuba. Nous défendons le système de parti unique face au jeu de la démagogie et de la marchandisation de la politique. Voilà les 5 principes. Comment vont-ils se concrétiser dans les termes de la Constitution? La première dimension de ces institutions, c'est que la construction des institutions est un processus inachevé. Les premiers temps de la Révolution, donc les années 60 et 1960, ont en effet été dominés par l'action des masses de recherche, d'expérimentation, à la fois pour déconstruire l'existant. Il était l'existant, d'où sortait la Révolution, c'était la dictature de Batista et le néocolonialisme des États-Unis. Donc déconstruire l'existant et construire le nouveau. Et Fidel Castro lui-même le souligne, dit-il, je le cite, la révolution ne s'est pas précipitée pour doter le pays des formes étatiques définitives. Il ne s'agissait pas simplement de régler un problème, mais de créer les institutions solides, réfléchies et durables répondant aux réalités du pays. Donc les institutions que connaît Cuba et que je vais décrire ne sont qu'un moment de cette construction. Et d'ailleurs, de manière très régulière, la Constitution va être révisée, et c'est notamment le cas en 1992, puis en 2019, où elle va être révisée avec sans doute une dimension centrale dans ces 2 dernières constitutions, donner toute sa place à la question de la participation. Et c'est le deuxième point, la participation de cette construction institutionnelle. Si on veut bien comprendre comment se construit la démocratie cubaine, je refais cette citation que j'ai faite l'autre jour d'un cubain, d'un universitaire cubain. Le caractère véritablement démocratique d'une forme de gouvernement ne réside pas dans les libertés démocratiques bourgeoises vantées ou dans la pluralité des partis politiques, mais surtout dans la vérification de comment et par quels moyens les individus s'approprient effectivement leur propre existence et comment le système devient une garantie de progrès pour l'organisme social en question. Et il ajoute, le reste n'est que pure spéculation politique ou sémantique. Donc participer très concrètement, ça va se réaliser pour les citoyens cubains à travers une multitude de structures et d'organisations. Notamment, il va y avoir les circonscriptions électorales. Je reviendrai plus tard sur le processus électoral. Circonscriptions électorales et l'écarté, qui sont des espaces de débat et de vote à dimension réduite de 300 à 1000 habitants. C'est l'organisation décentralisée de toutes les organisations sociales. C'est un rôle tout à fait particulier qui est donné à ce qu'on appelle les comités de défense de la Révolution, qui vont être organisés sur les lieux de travail et dans les quartiers. C'est la place centrale qui va être donnée à la commune. La commune va être le premier échelon de la construction de l'État. C'est la création des conseils populaires. Ça, c'est une institution relativement nouvelle, mais qui va marier sur une zone géographique donnée et relativement homogène, à la fois les délégués, c'est-à-dire les élus municipaux, avec les représentants des organisations de masse. C'est encore cette participation dans le rôle institutionnel et politique qui va être donné aux organisations de masse. C'est dans la participation des citoyens au pouvoir d'État, dans le droit de vote, d'élire, de révoquer. C'est dans le droit à la consultation directe par référendum. C'est dans le droit à l'initiative législative. Il faut un quorum de 10 000 citoyens. Et c'est enfin dans un encadrement de la représentation. On va limiter la dérive de la représentation, notamment par la limitation de la durée du mandat. Cette participation aussi, autre élément, je ne le développerai pas par ailleurs, c'est dans la réalisation des référendums. Dans la dernière période, 2019 et 2022, 2 grands référendums ont été mis en œuvre à Cuba. Le premier sur la Constitution, 2019, le deuxième sur le Code des familles. Comment est-il procédé? C'est le peuple qui écrit l'objet du référendum. C'est-à-dire que
Le Parlement adopte un premier texte, un pré-projet de constitution ou de code des familles, qui est mis en débat dans la population pendant des mois, qui fait l'objet de dizaines de milliers de réunions, de dizaines de milliers d'amendements. Suite à cela, un deuxième projet est établi et ce projet est soumis à référendum. Et aussi, la participation, elle est aussi au cœur du fonctionnement du Parti communiste cubain, qui ne fonctionne pas uniquement de manière intérieure, mais qui, tous les 5 ans, mène un grand débat dans la population autour de la définition de ce que l'on appelle les grandes orientations économiques et politiques de la société et de la révolution. Ceci dit, le résultat n'est pas idyllique en termes de participation. Elle se heurte aussi à des phénomènes qui la mésestiment dans les nécessités sociales. Il y a les difficultés économiques, et encore aujourd'hui plus grandes qu'hier, mais il y a les comportements humains, conservateurs, l'autosuffisance, la routine, la préservation de certains privilèges, la bureaucratie qui préserve des espaces occultes de pouvoir, la peur du changement. La participation souffre aussi de la difficulté à sortir du schéma de centralisation qui a été institué dans la première constitution, à un moment donné, où privé de la plupart de ses ressources, y compris humaines, un certain nombre ayant quitté le pays, Cuba s'est obligé pour répondre à la force des demandes de la population, de centraliser les moyens et les ressources dont elle disposait. La participation reste donc un combat. C'est un combat, mais c'est aussi une éducation. Pour montrer l'esprit de l'éducation à Cuba, j'aime bien cette citation de Fidel Castro. L'enseignant enseigne avec ce qu'il sait, il éduque avec ce qu'il est. Et c'est une dimension fondamentale que l'on retrouve dans la définition de la révolution, c'est-à-dire, et que l'on retrouve aussi, je ne le développe pas, mais vous avez aussi en tête qu'il y a une dimension dans la révolution, c'est la création de l'homme nouveau. C'est-à-dire, tout ce processus institutionnel, en grande partie, il repose dans une transformation du citoyen d'une part et de l'individu de manière plus large. Troisième pilier, c'est les organisations de masse. La Constitution définit leur rôle. L'État reconnaît et encourage les organisations de masse qui regroupent différents secteurs de la population en représentant les intérêts concrets et, ce qui est particulier, et les incorpore à l'édification, à la consolidation et à la défense de la société. Donc, les organisations n'ont pas seulement un fonctionnement, je dirais, interne, de défense et des intérêts de leurs mandants, mais elles participent aux moyens étatiques de mettre en œuvre ces objectifs. Comment concrètement? Toutes les assemblées de l'État, locales et nationales, c'est dans la Constitution, sont tenues d'associer les organisations de masse à l'élaboration et au contrôle des politiques publiques. Les organisations sociales sont aussi très impliquées dans les processus électoraux. Elles constituent ce qu'on appelle les commissions électorales, j'y reviendrai, qui élaborent des candidatures locales et nationales. Ces organisations participent aussi à la désignation des candidats à la députation, et la moitié de ces candidats vont être issus des organisations de masse. Elles ont le droit d'initiative, ces organisations, en matière de proposition de loi et de réforme de la Constitution. Le secrétaire général de la Centrale des travailleurs participe de plein droit aux séances du Conseil des ministres. Voilà. Vous voyez que ces quelques faits décrivent une relation entre l'État et ses organisations à l'opposé de ce que nous connaissons. Les deux, l'État et les organisations, ne sont pas dans une lutte de pouvoir, dans une logique de contre-pouvoir, ils sont dans une coopération, une interaction dans l'atteinte d'un objectif commun. Cette construction transcende la dichotomie libérale société civile, État, et s'inscrit dans une visée communiste de rapport de coopération. Troisième élément, à côté de ces organisations de masse, quelles sont les formes d'exercice du pouvoir d'État de la commune à l'État? La forme spécifique et globale adoptée par le peuple cubain, c'est, entre guillemets, le pouvoir populaire. Il est composé des organismes de pouvoir, des organismes administratifs, nationaux et locaux, des institutions judiciaires et militaires.
deux organes, deux institutions relèvent du suffrage universel. Ce sont les assemblées locales de pouvoir populaire, municipales de pouvoir populaire, et c'est l'Assemblée nationale de pouvoir populaire. Commençons par les conseillers municipaux. Ils sont au nombre, j'ai dit, c'est l'échelon de masse. Fidel Castro dit, c'est l'échelon qui manquait à la direction socialiste de l'État. Ils sont au nombre de 168 sur Cuba pour 11 millions d'habitants. Leur intervention, qui ne cesse de développer dans une logique de décentralisation, leur objectif, c'est la satisfaction des besoins et la promotion du développement local. À la différence de votre pays, le développement économique fait partie des attributions des conseils municipaux. Ils ont l'autonomie qui reste à conquérir, parce qu'il est indiqué dans la Constitution que les décisions des organismes supérieurs s'imposent aux organismes inférieurs, ce qui est une ambiguïté par rapport à une véritable autonomie. Elles ont la personnalité juridique et elles sont composées, ces assemblées municipales, de ce qu'on appelle les délégués. Délégués qui sont élus tous les 2 ans et demi. Et ces communes sont dotées de leurs revenus, leurs propres revenus et des subventions de l'État. L'Assemblée nationale, maintenant, de pouvoir populaire. Donc, c'est l'organe suprême du pouvoir de l'État. Et quand je vais vous lire, quand on a en tête ce qui se passe dans un État, une institution comme celle de la France, on va voir très rapidement les différences. Donc, elle exprime la volonté souveraine. Elle élit en son sein le Conseil d'État qui représente l'Assemblée entre les sessions. Elle est le seul organe à capacité constituante et législative. Elle est formée de 470 députés élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret des électeurs. Elle est élue pour 5 ans. Et tous les organismes du pouvoir vont dépendre d'elle par élection, contrôle et révocation. C'est le cas pour les membres du Conseil d'État, donc qui représentent l'Assemblée entre les sessions. C'est elle qui les élit. Elle élit le président et le vice-président de la République. Elle élit le Premier ministre sur proposition du président de la République. D'autre part, elle élit les membres du gouvernement sur proposition du président de la République. Elle élit le président du tribunal suprême, le procureur général, l'inspecteur général des finances, et enfin le président et les membres du Conseil électoral, du Conseil national électoral. L'Assemblée nationale a le pouvoir de révoquer, de remplacer les personnes élues ou désignées par elle. Deux autres organisations complètent le pouvoir populaire. Comme j'indique, elles ne sont pas élues par le suffrage universel. Le premier, c'est le Conseil populaire, que j'évoquais. C'est une structure très originale, dont vous avez vu, qui mélange les élus du suffrage universel avec les représentants des organisations de masse. Sa particularité est d'articuler l'activité des individus comme producteurs et consommateurs. Et le Conseil, dans cette dimension, le Conseil populaire est considéré comme un germe de l'autogouvernement communiste. Il y avait un niveau provincial qui était élu comme les députés sur la base du suffrage universel. Je dirais qu'il a été rétrocédé à une administration, ceci pour justement développer la décentralisation et donner un rôle et une place beaucoup plus importante aux communes. Comment vont être élus les membres des assemblées populaires? Donc, d'une part, les délégués au niveau local, les députés au niveau national. D'abord, rappeler un principe, c'est un docteur en droit argentin qui le fait. Rappelons que les systèmes électoraux sont essentiellement des produits culturels historiques étroitement liés aux conditions économiques, culturelles et politiques de la société à un moment de son développement. À Cuba, le processus électoral a pour but de lier étroitement les élus et le peuple. Pour cela, la Constitution veille à ce que la représentation ne se substitue pas à la participation des citoyens, pour essayer de répondre à la critique que faisait Jean-Jacques Rousseau. Comment? En limitant dans le temps la représentation limitée à 2 mandats. Deuxièmement, en rendant le mandat révocable par la population. Mais surtout, et ça c'est très développé dans la Constitution, en instituant un processus permanent d'aller-retour entre les élus et les électeurs. À titre d'exemple, dans les devoirs des délégués,
il est dit rester en rapport permanent avec leurs électeurs, en promouvoir la participation de la communauté à la solution de ces problèmes, rendre compte périodiquement à leurs électeurs de leur gestion. La loi oblige députés et délégués à rendre compte 2 fois par an de leur mandat à leurs électeurs. Dans ce processus électoral, l'outil sans doute le plus original, ce sont les commissions électorales. Les commissions électorales sont désignées au niveau communal et au niveau national par les assemblées, assemblée communale, assemblée nationale. Dans leur composition, les délégués n'ont pas le droit, les députés ne participent pas à ces commissions électorales qui sont composées par les représentants des organisations sociales, c'est-à-dire la Centrale des travailleurs, le Comité pour la défense de la Révolution, la Fédération des femmes cubaines, l'Association des petits agriculteurs, la Fédération des étudiants, des universitaires et des lycéens. Ce sont eux qui désignent leurs représentants dans les commissions électorales. La commission est présidée par le représentant de la Centrale des travailleurs. Qu'en 92, elle était présidée, c'est un changement qui n'est pas sans signification, elle était présidée par le représentant du Parti communiste cubain. Comment va se... Alors, ces commissions, quel est leur rôle? Elle a le rôle traditionnel d'une commission électorale, établissement de la liste électorale, du scrutin, etc. Mais surtout, elles vont présider à la nomination, aux assemblées de nomination des candidats. Alors, comment va se faire l'élection des différents représentants, les délégués locaux ou les députés nationaux? Les délégués locaux, les communes, 168 communes, vont être divisées en circonscriptions. Chaque circonscription va élire un délégué. Mais la circonscription va être elle-même divisée en assemblées électorales, suivant sa taille, de 2 à 8 assemblées électorales. Ce sont des petites assemblées qui vont réunir 300, 500, 600 citoyens. Et c'est au cœur de ces assemblées électorales que vont être présentées, débattues et adoptées les candidatures. Et ce, pour un processus à main levée. C'est-à-dire que chaque assemblée électorale va désigner un candidat ou une candidate. Ramené au niveau de la circonscription, il va donc y avoir de 2 à 8 candidats pour la circonscription provenant de ces assemblées électorales. Et donc, ces candidats, ces 2 ou 8 candidats, vont être soumis au vote des électeurs au moment des élections. Pour vous donner une illustration, en 2022, il y a eu plus de 60 000 propositions de candidature sur tout le pays. 26 746 furent retenus par les assemblées, les commissions électorales et soumises au vote populaire pour élire les 12 525. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de 2 candidats pour un poste à pouvoir. La campagne électorale est aussi très, très originale et particulière. À la différence des démocraties libérales, les candidats ne sont pas élus pour ce qu'ils disent, mais pour ce qu'ils sont. Fidel Castro dit, la campagne électorale est ici la vie même de l'homme nommé par le peuple. Sa campagne électorale, c'est sa propre biographie, sa conduite tout au long de sa vie et ses états de service à la patrie. Je ne sais pas si vous voyez donc la différence. On élit les gens non pas sur ce qu'ils promettent, mais sur ce qu'a été leur existence, leur vie, leurs engagements, leur rapport avec la population qui les a élus. Et très concrètement, la campagne électorale, elle est menée par des affichettes, des curriculum vitae qui sont apposés sur les différents lieux publics de la commune et qui va permettre aux citoyens, s'ils ne les connaissent pas, de voir quel est le chemin, leurs activités, leur formation, leur famille. Chacun les crée à sa façon, elles sont très différentes des unes des autres. Leur motivation pour aussi
postuler à ce poste. Aux élections de 2017, 85% des Cubains ont participé à partir de 16 ans. Le vote est à partir de 16 ans à Cuba. 85% ont participé au vote. 92% des candidats ont été élus au premier tour et 8% au deuxième tour, puisqu'il faut obtenir 50% pour être élu député. Le vote blanc et abstention s'est élevé à 8%. Alors pour les députés, la procédure va être différente. D'abord, il est fixé le nombre de 1 député pour 30 000 habitants. Donc chaque commune va avoir l'attribution d'un certain nombre de députés au prorata de ce quota de 30 000. Mais surtout, il va y avoir un candidat par poste à pourvoir. Alors c'est une disposition qui, dans notre grille de lecture, est assez particulière. Mais on va voir qu'en définitive, c'est tout ce qui va se passer en amont de la candidature qui va être l'objet du débat et du vote. Comment sont désignés ces candidats? D'abord, il y a une présentation de pré-candidature. Il y a 2 sources pour la pré-candidature. Les assemblées municipales, c'est-à-dire les délégués vont faire des propositions de candidats à la députation, et les organisations de masse. Les plénums des organisations de masse vont faire aussi des propositions. À titre d'illustration, en 2022, il y a eu 19 000 propositions qui ont été transmises par les assemblées locales et les organisations sociales. La commission nationale, enfin les commissions locales en ont retenu 4 500 qui ont été transmis à la commission nationale pour établir la liste des 470 députés, candidats députés. Une liste qui est établie au niveau national avec le souci de la représentation sociale et économique des différentes catégories de la population. Voilà. Ce que je dirais un peu d'une certaine manière, c'est plus la représentation sociologique qui est importante que la représentation idéologique. Au niveau de chaque commune, il va y avoir donc une liste de candidats qui va être présentée au conseil municipal. Le conseil municipal a le pouvoir de refuser certaines propositions de candidature. La commission devra présenter d'autres candidatures jusqu'à ce qu'il y ait un accord. C'est-à-dire la liste qui va être validée au niveau de la commune le sera avec l'accord du conseil municipal. Et donc, au niveau de la députation, les candidats ainsi désignés vont mener une campagne électorale, c'est-à-dire vont aller dans les entreprises, dans les centres de santé, dans les centres d'éducation, pour se faire connaître et discuter avec la population et connaître les souhaits de la population. La participation électorale en 2022 a été de 70%. Et la composition de l'Assemblée élue en 2022 a été de 55% de femmes, 20% de jeunes de moins de 35 ans, la moyenne d'âge 46 ans, 45% sont des Noirs ou des mulâtres, 95% ont une formation de niveau universitaire, et les 2 tiers de députés siègent pour la première fois, ce qui montre aussi l'efficacité de la limitation à deux mandats. Alors, quelques réflexions sur le principe de la candidature unique. J'ai essayé de me l'expliquer. Alors, je ne m'appuie pas sur des textes officiels, mais justement, j'essaie de clairer à partir de ma culture politique très, très française ce principe. Ça pose 2 questions. La première question, c'est l'élaboration des politiques publiques. Qui c'est qui élabore la politique publique? Et le deuxième, c'est celui de la désignation que l'on a commencé déjà à évoquer. L'élaboration des politiques publiques ne relève pas à Cuba donc d'un choix entre projets partisans, mais d'une construction par le peuple. Cette construction, elle se réalise dans 2 cadres de débat et d'adoption. Le premier cadre, c'est la Constitution. Je crois qu'il faut avoir l'idée qu'à la différence de la Constitution française, la Constitution cubaine n'est pas l'énumération des institutions et de leur fonctionnement, mais un véritable cadre politique.
c'est-à-dire fixer les grandes orientations sociales, sociétales, la politique internationale, etc. Et ceci est renforcé par le fait que la Constitution est relativement euh, rapidement revue, et notamment quand il y a des grands événements. C'est après le choc de l'effondrement de l'Union soviétique de 89 qui a été révisée en 92 la Constitution pour tenir compte du contexte économique et social et politique et géopolitique qui avait énormément changé. Donc, le premier cadre de la définition des politiques publiques, c'est la Constitution. Le deuxième cadre, ce sont les débats menés autour de l'élaboration, je l'indiquais, des orientations économiques et sociales du parti et de la révolution. Tous les 5 ans, est mise en débat dans la population, avec la manière aussi large que j'ai indiquée pour les référendums, ces grandes orientations. Et donc, c'est dans ce double cadre d'une définition des politiques publiques que l'Assemblée nationale n'est pas, je dirais, n'a pas comme principale fonction d'élaborer de la politique, les orientations politiques, mais de les mettre en œuvre dans un esprit d'initiative, d'innovation, dans les espaces institutionnels socio-économiques qui dépendent de leur territoire, sachant que là aussi, l'élu a un champ d'investigation et de pouvoir beaucoup plus large qu'on ne l'a un député national. La deuxième raison de la candidature unique, pour moi, elle peut se trouver dans le mode de désignation. Nous avons vu que les candidats sont désignés non pour la politique qu'ils proposent et qui est déterminée par les processus que je viens d'indiquer, mais pour ce que leur vie témoigne de leur qualité et de leurs engagements. On élit le meilleur, le plus capable, le révolutionnaire convaincu, la personne honnête et travailleuse, celle qui veille aux intérêts collectifs, qui combat les illégalités, la corruption, etc. Et d'autre part, on a vu que ces candidats, ils sont choisis au plus près des citoyens, puisqu'en définitive, le feu vert de la candidature, elle est donnée par les délégués locaux. Et j'ai exprimé de la manière dont ils étaient émis. Et c'est une fois l'aval donné par les délégués locaux que les électeurs, les candidats sont soumis aux électeurs qui peuvent voter, ne pas voter ou s'abstenir sur les candidatures qui sont proposées. Toutes ces caractéristiques toutes ces caractéristiques ne font pas toutefois que la procédure est parfaite. Elles ne protègent pas des dérives auxquelles peuvent conduire l'exercice de l'autorité d'un pouvoir. Et c'est ce que dénoncent nombre de discours de dirigeants politiques. Je prendrai celui de Raúl Castro, qui dénonce la barrière psychologique de l'inertie, de l'immobilité, de la simulation ou les doubles standards, l'indifférence et l'insensibilité que nous sommes obligés de surmonter avec persévérance et fermeté. Et là, il parle des députés devant lesquels il parle. Alors, le constat essentiel que l'on peut faire de ces modes de désignation, c'est qu'ils excluent les partis au sens où nous les connaissons pour laisser la population, ses délégués, ses organisations, maîtres du jeu électoral. C'est la dimension la plus opposée à la culture politique occidentale dans laquelle les partis, je cite la Constitution, les partis concourent à l'exercice du suffrage universel. Face au pluralisme qui existe dans les pays occidentaux, Cuba n'oppose pas le monopartisme ou le parti unique, mais l'absence de parti. C'est une représentation sans parti. Cela veut dire que le Parti communiste cubain est d'une autre essence. C'est ce que je vais, pour terminer, essayer d'expliquer. Pour comprendre cette autre essence, le mot parti crée la confusion. Je ne sais pas si ça n'aurait pas dû trouver un autre mot, mais c'est véritablement une autre essence que représente le Parti communiste cubain. Pour la comprendre, il faut d'abord rappeler que ce parti est le fruit d'une expérience. Le pluralisme politique, et les Cubains, ils ont connu. Et pour eux, dans la période républicaine qui va de 1902 à 1952, mais il ne faut pas non plus tellement exclure la période de la dictature, puisque des partis politiques ont apporté leur soutien aux dictateurs de l'État. Mais dans cette période, le pluralisme politique était synonyme de clientélisme, de soumission néocolonialisme, de corruption, de scandales politiques et financiers.
sachant qu'il y avait un gangstérisme à Cuba très développé, avec l'appui de la mafia états-unienne, répression féroce de mouvements sociaux. Donc, il y a un profond rejet de cette conception qui existe des partis politiques. Il y a un livre qui a été publié par un ancien représentant cubain à Washington qui intitule Le système électoral états-unien, le cirque électoral le plus coûteux du monde. Ça résume bien un peu la perception très négative qu'il y a du système électoral cubain des États-Unis qui le représentait comme un modèle de fonctionnement d'une institution. Ça, c'est le premier élément, c'est l'expérience. Le deuxième élément, je l'ai développé déjà, c'est le rejet de la division. Dans le contexte qu'il faut toujours avoir en tête d'un Cuba agressé par la première puissance économique et politique et militaire du monde. Le troisième, c'est le processus d'unification des partis et des mouvements. C'est-à-dire le Parti communiste cubain, il résulte de fusion en 1965 de trois mouvements. Le Parti socialiste populaire, qui est le nom de l'ancien Parti communiste cubain, qui lui avait été fondé en 1925, du mouvement de 26 juillet, qui est dirigé par Fidel Castro, et du directoire révolutionnaire. Le directoire révolutionnaire, c'est une institution, un parti qui avait été fondé autour de la fédération des étudiants et qui avait rassemblé un certain nombre d'organisations de jeunesse. Donc, le parti dit unique, il est aussi la fusion de trois partis. Mais surtout, je crois que ce qu'il faut... Le nom de parti communiste, on peut s'interroger, le choix de communiste. Ce n'était pas, à mon avis, obligatoire. Certains évoquent le fait qu'on est dans les années 60, donc en plein rapprochement avec l'Union soviétique. Ce n'est sans doute pas un hasard. Ceci dit, si on veut regarder le contenu de la politique du Parti communiste, on y verra que la marque cubaine est très forte, notamment par l'héritage et la pensée politique de José Martí et de Fidel Castro. Si je veux résumer ce parti politique, dans la Cuba socialiste, un parti est la traduction de la soumission du système politique à un seul ordre d'intérêt, le peuple. C'est-à-dire quand vous avez un peuple où vous avez supprimé les divisions de classe qui existaient du temps de capitalisme, alors il y a peut-être des illusions sur l'unité de ce peuple, mais il était logique que cette unité se traduise dans l'unité aussi d'un parti politique. Dans la culture cubaine, qui est aussi imprégnée de concepts religieux, c'est assez curieux. Ils ne se sont pas construits comme nous en opposition à l'Église catholique, y compris en politique. Le parti est aussi défini comme l'âme du peuple, au sens d'un principe vital et spirituel qui le représente et l'anime. Je termine en vous citant comment quand même est défini le Parti communiste dans la Constitution. Le Parti communiste de Cuba, unique, marxiste, fidéliste, marxiste et avant-garde léniniste et organisé de la nation cubaine, défini par son caractère démocratique et son lien permanent avec le peuple, est la plus haute force politique dirigeante de la société et de l'État. Il organise et guide les efforts communs dans la construction du socialisme et du progrès vers la société communiste. Il œuvre pour préserver et renforcer l'unité patriotique des Cubains et pour développer les valeurs éthiques, morales et civiques. Ce rôle très particulier du PCC est conçu comme une garantie à la poursuite et au succès de la révolution. L'unité représente l'obstacle principal aux visées hégémoniques des USA. C'est pourquoi la notion de parti unique concentre tous les efforts de l'adversaire états-unien. Si je voulais synthétiser le rôle de l'État et du parti, je dirais ceci: le Parti communiste cubain doit être compris comme faisant partie d'un modèle politique liant l'État socialiste de droit et le Parti communiste comme deux sujets de la volonté des intérêts populaires. L'un chargé
de l'actualisation de la stratégie révolutionnaire, du débat et du combat politique et idéologique, l'autre de l'administration politique de la société. C'est une distinction qui est assez récente, puisqu'elle a été introduite par la Constitution de 1992. Pour autant, elle n'épuise pas les débats et les évolutions futures dans les rapports qui restent pour une part contradictoires entre le parti et l'État. Voilà, j'en termine avec deux éléments. J'ai trouvé, après avoir terminé cette étude, elle est disponible si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi la recevoir en forme numérisée si vous me laissez votre adresse mail. J'ai découvert donc, après l'avoir terminé, il y avait quand même un constitutionnaliste qui s'était penché sur cette question des institutions. C'est un universitaire de Guyane, de l'université de Guyane, et qui en conclusion définit euh, la démocratie cubaine comme une démocratie unitaire et participative. Je trouve que les deux mots ne sont pas inintéressants pour définir. Ceci dit, comme vous l'avez noté, les Cubains n'utilisent pas le mot démocratie pour définir leurs institutions, mais pouvoir populaire. Un dernier élément que vous trouverez dans le document que je n'ai pas développé, mais qui est aussi constitutif pour comprendre les institutions, c'est la question des valeurs et de l'éthique. Les valeurs et de l'éthique. Les premières lignes de la Constitution sont pour rappeler un propos de Marty que l'objectif essentiel, c'est le développement de la dignité du Cubain. L'indignité du Cubain au niveau des individus, mais aussi de la nation cubaine. Merci Jean. Beaucoup de découvertes. Commentaires, questions. Vas-y, Jean. Commentaire. Philippe, pardon, excuse-moi. J'ai trouvé cet exposé extrêmement riche, donc on ne sait pas trop par quelle petite porte ou grande porte rentrer. Alors, tu l'as évoqué, je pense, dans l'exposé, mais on voit bien, enfin, c'est sous-jacent quand même à l'histoire des institutions cubaines depuis la prise au pouvoir socialiste. C'est quand même cette guerre, enfin, cette réaction à la guerre ouverte que mènent les États-Unis contre ce que les États-Unis considéraient être comme une province, quoi, hein, voire comme un futur État américain, quoi, hein. Et alors, c'est assez, comment dire, la semaine dernière, j'étais en Corrèze et, comment dire, donc André Chassaigne publie un livre justement sur Cuba. Bon, mais avec Oui, c'est très large. une autre entrée, hein. Tout à fait, Mais tout à fait. voilà, donc plus une entrée par rapport justement à cette situation Du blocus. du blocus, quoi, hein. Et on voit bien que euh, le, enfin, le destin, y compris le destin socialiste de Cuba, est complètement lié à cette pression, enfin plus que cette pression, cette guerre ouverte, quoi, hein, que mènent les États-Unis. Donc, alors, c'est pas pour évoquer ça de manière abstraite ou théorique, mais on pourrait se dire, euh, mais euh, si économiquement Cuba était libre, parce qu'en fait, Cuba n'est pas libre économiquement, quoi, hein. Euh, Chassaigne, Chassaigne évoquait, euh, comment dire, une anecdote très récente. Donc Macron fait venir, là, je ne sais plus, une quarantaine de chefs d'État il n'y a pas si longtemps que ça pour un sommet international, je ne sais plus, sur le développement durable, machin, enfin des choses comme ça. Bon, euh, donc le président cubain vient à Paris en avion.
Et Chassaigne reçoit un appel téléphonique de l'ambassadeur cubain qui lui dit le problème, c'est que l'avion, il a plus, il a pas de carburant pour revenir. Bon, et pourquoi il n'a pas de carburant pour revenir? Parce que Total refuse comment dire, de donner du carburant. Et pourquoi Total refuse de donner du carburant? Non, parce qu'il y a une loi américaine, Torricelli ou je sais pas quoi, qui contraint toute entreprise qui posséderait à minima 10% de capitaux américains, donc c'est très faible. Donc, quand on prend les grosses entreprises internationales, qu'elles soient françaises ou autres, il y a forcément toujours 10% de capital américain, donc de commercer avec Cuba, sous peine d'être traduit devant la justice américaine. Bon. Donc ça, c'est Chassaigne hein, qui raconte ça. Et donc, il envoie comme ça, il envoie un SMS à Macron pour, suite à l'appel de l'ambassadeur cubain, disant voilà, il se passe ceci. Donc Macron lui répond bon, je vais voir ce que je peux faire. Euh, et donc en fait, l'avion du président cubain est allé faire le plein à Villacoublay, donc sur un terrain militaire, donc ça permettait d'avoir. Voilà, donc, mais je veux dire, à travers cette anecdote, on voit l'énormité de la chose, quoi. Hein. Donc bah, simplement par rapport à voilà, ce rapport qui s'instruit, que les Cubains instruisent à leurs institutions, mais avec ce poids déterminant de cette guerre de blocus, quoi, qui pèse sur eux de manière éhontée, quoi. À l'évidence, les institutions, on le sent bien, pourraient avoir une autre dimension s'il n'y avait pas cette pression. Mais ce que montre toute l'histoire du rapport entre Cuba et les États-Unis ont fixé, en même temps que la doctrine Monroe, ils définissent quel est l'avenir de Cuba. C'est-à-dire, mais quand on regarde cette histoire, il faut mesurer quel est l'affront que représente Cuba pour les États-Unis. C'est, comment dire, qu'un petit pays à 150 kilomètres, comment dire, ne soit pas tombé dans l'escarcelle, comme ça était prévu depuis 2 siècles, mais si on y rajoute la défaite de la baie des Cochons, mais comment dire, mais il y a souvent des reportages dans l'actualité actuelle qui rappellent en Iran les otages de l'ambassade américaine en disant que le peuple cubain, le peuple américain est toujours traumatisé par cette histoire. Mais Cuba traumatise enfin, les dirigeants et les capitalistes européens et les antisocialistes et anticommunistes de manière considérable. C'est incroyable. Moi, pardon, il y a quelqu'un qui souhaite intervenir? J'ai envie de te poser juste une question. Comment José Martí influence-t-il, je dirais, les choix politiques et l'organisation institutionnelle qui s'est mise en place? Parce que bon, on sait qu'en Amérique latine, il y a bien entendu les liens culturels à Marx, etc. Mais ils ont aussi leur propre pensée, je dirais, qui s'est développée chez eux et qui font qu'ils ont des racines un peu particulières. On va faire venir Jean Lamort Pour en parler. pour parler de Martí. Mais ceci dit, deux anecdotes simplement. Euh, euh, non, c'est par rapport. Attends, je suis en train de perdre mon fil. C'est une anecdote. Il y a un livre d'entretien qui a été publié. Le frère Beto, Fray Beto, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un dominicain brésilien qui est un des fondateurs de la théologie de la libération. Voilà. Et il a publié, je l'ai lu il y a mon dernier séjour, un livre notamment sur ses entretiens avec Fidel Castro. Non,
Pardon, il a fait un livre qui a été un peu révolutionnaire. Il a fait un livre d'entretien avec Fidel Castro sur le thème Fidel Castro et la religion. Et ce livre diffusé à Cuba a eu un effet révolutionnaire sur le rapport du Parti communiste avec l'Église catholique. Ça, c'est l'époque. Mais donc, il a écrit un livre, lui, Fray Beto. C'est plutôt des entretiens d'un journaliste avec Fray Beto. Et ce que dit Fray Beto, qui me semble être très fort, il dit pourquoi le Parti communiste cubain n'a pas évolué comme le Parti communiste de l'Union soviétique. La réponse, c'est Marty. Voilà. C'est pour répondre à la question. C'est-à-dire, comment dire, ce rôle, je crois il est, il est fondamental. Après, il faudrait voir comment. euh, Moi, quand j'ai lu un peu Marty, comment dire, je me posais la question, mais comment c'est compatible avec le Parti communiste? Comment le Parti communiste cubain peut célébrer Marty autant qu'il le célèbre? Bon, pour moi, dans ma construction, c'est un idéaliste, quoi, je vois pas. Et je crois qu'il faut lire le fondateur du Parti communiste cubain, Melia, qui a été assassiné, mais qui fait le lien entre, parce qu'effectivement, dans la fusion dans le Parti communiste, il n'y a qu'un parti marxiste, le Parti socialiste cubain. Les deux autres ne sont pas marxistes. Voilà. Je crois qu'il faut lire Méliès, ce que je n'ai pas fait. Je crois qui fait la synthèse. Enfin, les Cubains m'en parlent de lui comme ça. Il fait la synthèse de la pensée marxiste et de la santé marxiste. Ok. Écoute, merci Jean. On va poursuivre nos travaux